Dernière thématique sur ce plateau, on parle notamment des déclarations du président Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, qui dit les outils américains ne fonctionnent pas dans cette guerre OTAN-Russie, dans cette guerre que l'OTAN a lancée contre la Russie sur le territoire ukrainien. Il parle notamment des sanctions, mais également du fait de soutenir l'Ukraine dans cette guerre. Docteur Sango, nous sommes rendus à un moment où les financements pour la guerre du côté de l'Ukraine sont complètement en voie de disparition et Volodymyr Zelensky refuse totalement de négocier et pourtant le président Poutine l'a encore martelé lors de cette interview avec Carson Tucker que la Russie était prête à négocier, mais la négociation n'a pas été acceptée. Oui, vous savez que Vladimir Poutine, au début de cette crise-là, avait dit que cette guerre-là sera gagnée par la Russie, soit par la négociation, soit par la guerre. C'est-à-dire, Vladimir Poutine, à travers cette affirmation, montrait qu'il reste ouvert au dialogue. Il n'est pas fermé, il ne s'est pas renfermé. Hein. Le dialogue peut aussi être un instrument de résolution de cette crise-là. Sauf que ce dialogue-là doit respecter les règles de l'art. Donc aujourd'hui, lorsque on voit cette affirmation, cette récente sortie qu'il a offert à un journaliste américain pour donner sa position sur cette guerre russo-ukrainienne, il a utilisé cette interview-là pour passer des messages importants, n'est-ce pas, ici, à ces acteurs qui accompagnent Zelensky dans cette guerre-là. Parce qu'aujourd'hui, si Zelensky est sombré dans cette guerre-là, s'il continue encore à donner l'impression qu'il tient à cette guerre-là face à Vladimir Poutine, ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il a des armes, ce n'est pas parce qu'il est puissant, c'est justement parce qu'il est accompagné par les puissances occidentales qui mettent à sa disposition le matériel et le financement. Oui. Alors, dans une telle logique, il est donc clair que pour penser la fin d'une telle initiative, d'une telle guerre, il est important de fermer l'outil de ravitaillement qui permet à ce que Zelensky tienne à cette guerre-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser la cessation de cette guerre-là tant que puissance occidentale continue encore à mettre à la disposition de l'Ukraine du matériel militaire sophistiqué pour faire la guerre contre Poutine. Quand vous analysez de fond en comble cette affirmation-là, Vladimir Poutine attend davantage dire aux puissances occidentales qu'en réalité, ce que vous êtes en train de faire en Ukraine là, je le connais très bien. Je le connais très bien parce que l'Ukraine aujourd'hui semble être utilisée par vous comme étant une passerelle pour m'atteindre. Parce que le débat ou le problème va au-delà de l'Ukraine. Ce que Vladimir Poutine dit, c'est que le monde doit se faire en respectant les civilisations des uns et des autres, les identités des uns et c'est ça le combat de Vladimir Poutine, en quelque sorte un combat, n'est-ce pas ici, pour un monde multipolaire dans le monde. Or, lorsque vous voyez donc comment les États-Unis procèdent sur la scène internationale, comment les États-Unis travaillent, bref, les pays occidentaux travaillent pour imposer leur civilisation à travers le monde, ça pose problème. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train de montrer que cette guerre-là, il l'a préparée. Même si elle dure 50 ans, 100 ans, la Russie est capable de tenir parce que la Russie a les moyens et le matériel. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut également comprendre, c'est quoi? C'est que Vladimir Poutine veut rappeler à cette communauté internationale autoproclamée, c'est-à-dire ces puissances occidentales, les rouages même de l'histoire. Parce qu'il y a l'histoire également qu'il faut convoquer pour comprendre cette guerre russo-ukrainienne. Lorsque vous revisitez l'histoire, et plus spécifiquement dans les années 1962,
avec ce qu'on a appelé la crise des missiles. Et à cette époque-là, il y avait encore la guerre froide. La Russie, à l'époque, représentée par l'URSS, avait procédé au de ses bases militaires dans un état qu'on appelle le Cuba aujourd'hui. Lorsque vous voyez le Cuba est du point de vue géographique limitrophe aux États-Unis. C'est-à-dire à partir du Cuba, vous pouvez attaquer les États-Unis à n'importe quel moment. Donc les États-Unis, dont les pays occidentaux, le bloc de l'Ouest donc, étaient rapidement sortis de leur gond pour rappeler à l'URSS de leur base militaire, n'est-ce pas, du Cuba, parce que se sentant en insécurité. Parce que ils ont vu que le fait que Vladimir Poutine déploie, ou le fait que l'URSS déploie leurs forces au Cuba, c'était une sorte d'attaquer, une façon d'attaquer les États-Unis de manière indirecte. Oui. L'URSS, donc, respectant le droit international, avait procédé au retrait de leur base militaire purement et simplement. Vous voyez, plusieurs années après, aujourd'hui, c'est la même situation qui est en train de se répéter aujourd'hui avec cette guerre russo-ukrainienne, où les puissances occidentales veulent utiliser l'Ukraine comme la base pour attaquer Vladimir Poutine. N'est-ce pas, les soldats en Ukraine, c'est vrai que de manière officielle, ces pays occidentaux ne l'ont pas encore fait, mais à la disposition de l'Ukraine du matériel militaire sophistiqué, énorme, oui. C'est une façon, n'est-ce pas, essayer de mettre la Russie en insécurité. Et c'est donc du droit de la Russie d'utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour se protéger. C'est ce qu'on appelle la guerre préventive. Ce que la Russie est en train de faire là aujourd'hui. Donc c'est tous ces éléments historiques que lorsque Vladimir Poutine les revoit, il n'a plus besoin que ça se répète. Il a tout simplement besoin que chacun reste à sa place. Il a tout simplement besoin que les traités soient respectés sur le plan international. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que nous assistons à un contexte où certains pays pensent que le monde peut être dirigé à leur guise. Or, cela ne peut pas être faisable au XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un monde, n'est-ce pas, éclairé, est un monde qui a besoin, n'est-ce pas, de ses souverainetés. On a besoin aujourd'hui d'un monde multipolaire, oui. Où chaque État pourra, n'est-ce pas, essayer parler de manière égale à égale avec d'autres puissances sur le plan international. On n'a plus besoin d'un monde déséquilibré, oui. Où d'un côté on a un patron, de l'autre côté on a un élève. Donc voilà le combat de Vladimir Poutine. Je pense que c'est une victoire. Lorsqu'on voit cette interview, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a utilisé un Américain, un média américain pour adresser le message aux Américains. Et lorsque vous voyez même ce qui se passe là actuellement, on est en train de faire les problèmes à ce journaliste-là qui a procédé à cette interview-là, parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment cela a été possible. Donc, il faut savoir que Vladimir Poutine est dans une sorte de guerre préventive. Il est en train d'anticiper parce que si l'Ukraine gagne cette guerre-là, c'est la Russie qui sera en insécurité et le monde entier en général également. Parce qu'aujourd'hui, si la Russie, les États-Unis, les pays occidentaux gagnent cette guerre en Ukraine, leur monopole sur le plan international va davantage se consolider. On ne va plus vivre l'avènement d'un monde multipolaire, mais c'est cet unilatéralisme américain qui va encore continuer à oppresser les peuples à travers le monde. Merci, docteur Sango. Rapidement, vous aussi, chez Hello Lawson. Eh bien, cette déclaration de Vladimir Poutine, les outils américains ne fonctionnent pas, elle donne à s'interroger aussi sur quel outil est-ce que l'on parle concrètement. On rappelle que le président Vladimir Poutine, dans cette interview, a tenu à rappeler que cette guerre, comme l'appellent les États-Unis et
autres est en fait une guerre culturelle. Est-ce que vous partagez ce point de vue chez Lou Lawson? Et maintenant, le deuxième volet de cette question pour rapidement terminer sur le sujet. Si ces États-Unis n'ont pas des outils qui fonctionnent, alors que deviendra l'Ukraine dans cette guerre? Je pense, Madame Egoudé, que la déclaration du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, est une déclaration de victoire. Imaginez, il y a encore quelques mois, tous les médias mensonges de l'Occident ont annoncé la défaite de la Russie. Ils sont allés jusqu'à même imaginer le démantèlement de la Russie, que l'économie russe va complètement s'effondrer. On a fait tous les scénarios catastrophes pour annoncer justement que l'Ukraine allait dépecer la Russie. En réalité, c'est aujourd'hui un échec sur toute la ligne. Et c'est l'échec des États-Unis, c'est l'échec de l'Europe, de l'OTAN, en réalité de ce monde unipolaire qui, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Sango, c'est ce monde-là qui s'est structuré autour justement des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis ont pris une forme de primauté, d'hégémonie, à travers donc les deux bombes qu'ils ont lancées sur Hiroshima et Nagasaki pour obtenir au forceps la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi sur le dollar, cette monnaie qui au départ était arrimée à l'or parce que les États-Unis disposaient de 2/3 des réserves d'or mondiales, mais par la suite, ça a été une rupture de confiance en 73 où la monnaie est devenue une planche à billets, une monnaie complètement dans une forme de bulle, mais cette planche à billets a permis aux États-Unis, n'est-ce pas, d'exporter leur inflation au monde entier, mais aussi d'utiliser cette planche à billets pour soutenir leur économie et construire des bases militaires, plus de 800 à travers le monde. Donc, ils ont pris une suprématie, une hégémonie, et ils ont changé les règles, n'est-ce pas, du droit international en fonction de leurs intérêts. Et la guerre froide, au sortir de la guerre froide, étant donné que la Russie ne pouvait pas soutenir cette forme d'économie capitaliste, eh bien, ça a amené à l'effondrement de l'URSS et les États-Unis ont pris cette avance-là. Mais au lieu de comprendre qu'ils devaient utiliser leur positionnement de superpuissance pour, n'est-ce pas, organiser le monde en fonction des valeurs, des principes et des règles justes, c'est plutôt une forme de condescendance, une forme de mépris, une forme de décadence sur le plan moral qui a été imposée, donc le renforcement des principes et d'exploitation. Et alors, ils ont été surpris par un événement important, la Chine, dont l'économie a dépassé en termes de puissance, en termes de capacité productive, en termes de PIB, le produit intérieur brut, les États-Unis, ça a été annoncé par le FMI. Alors le PIB mondial de la Chine est passé à 16,5 milliards de dollars, alors que pour les États-Unis, c'est 16,3 milliards. Donc, cette puissance économique, les États-Unis l'ont perdue, malgré que le dollar a été l'outil, justement, de contrôle de l'économie mondiale. Les Chinois ont réussi à renverser ce positionnement. Cette peur panique les a amenés à utiliser le deuxième outil qui est la violence, donc la guerre. Et alors, pour comprendre justement cela, il faut convoquer, n'est-ce pas, la littérature, n'est-ce pas, de Brzezinski, qui a publié ça dans un ouvrage en 1997, Le Grand Échiquier, primauté américaine et impératif géostratégique. Et ce bouquin explique très bien la démarche des États-Unis, celle d'avoir identifié justement des risques, des nouveaux risques au sortir de la guerre froide, et il fallait donc justement utiliser la guerre la guerre préventive, pour pouvoir sécuriser des zones géographiques. Et la Russie étant militairement puissante, il fallait démanteler la Russie
pour avoir cette main libre d'aller sauçonner la Chine. Malheureusement, Poutine, qui est un stratège, un leader prévoyant, a su comprendre cette dynamique, s'est préparé et a aujourd'hui amené les États-Unis à constater que les sanctions n'ont pas marché. Leur puissance militaire est arrivée, je dirais, à sa capacité, à sa pleine capacité, et donc à son paroxysme, il ne peut qu'amorcer une forme de décroissance sous l'effet des pesanteurs. Et nous sommes donc dans cette dynamique qui change complètement la configuration géopolitique mondiale aujourd'hui. Et c'est le président russe qui en est le maître, en tout cas, le maître de cet échiquier. Les États-Unis ont joué, ils ont perdu, et le monde va se reconfigurer sur la base de la multipolarité. Et ça, les BRICS ont pris déjà de l'ascendance, puisque les BRICS, c'est une population de 3,2 milliards de personnes, un marché absolument énorme. C'est une superficie de 44 millions de kilomètres carrés. C'est un PIB absolument de 40% de la production de la richesse mondiale, comparé au G7 sur le plan démographique. Il n'y a plus match aujourd'hui. Donc les Occidentaux ont perdu l'ascendance, n'est-ce pas, sur le plan militaire, l'ascendance sur le plan économique, et ajouter cela une décadence, une déchéance sur le plan moral, avec la promotion de toutes sortes de pratiques et de mœurs qui choquent la conscience humaine, qui même en danger l'humanité. On en est là, et donc je pense aujourd'hui que cette déclaration du président russe vient sonner le glas de ce système arrogant, de ce système prédateur violent et qui a gouverné le monde, mais malheureusement qui est en train dans ses balbutiements, dans son état comateux, en train d'allumer des foyers chauds comme l'Ukraine, comme la RDC et toutes les zones de rébellion qui étaient des zones de non-droit qui soutenaient ce capitalisme sans cœur, sans foi ni loi. Malheureusement, il y aura encore quelques différences, mais je pense que le monde s'en sortira avec une nouvelle reconfiguration de la géopolitique mondiale. D'accord, on vous a compris, merci infiniment, chers messieurs, d'avoir participé à ce programme. Merci au docteur Sango, politologue et internationaliste. Merci à Sheilou Lawson, analyste politique et leader panafricain depuis le Canada. Merci également à Serge Espoir Matomba, homme politique camerounais qui était parmi nous. Merci à vous de nous avoir regardés. Nous avons pu parler de plusieurs sujets d'actualité. Restez sur For You Media Africa car les programmes et l'information se poursuivent. Au revoir, à très bientôt à tous. Au revoir Batouri.